ici à TQS-AM, vous ne ratez pas un super spécial lancé compte avec Karl Marotte, Marc Messier, Patrick Yvon, Paul Buisson, plein d'artistes de la série Lancé compte à TQS-AM. Ce mercredi dès 9h à TQS. Voici Jean-Michel. Il est atteint du mal du vampire. Le soleil est son ennemi. Là, il lui est défendu. Ses canines sont plus prononcées. Le mal du vampire. Une maladie rare et mortelle. Mercredi et jeudi au Grand Journal. TQS. Le mouton noir de la télé. Kevin a fait toute sa famille. Maintenant, il veut tuer le petit. Il se débarrasse de moi. Sharon Stone ouvre grand son cœur dans Gloria en primeur ce vendredi 20h. Ce soir, en direct, voyez les stars au lancement de l'album du spectacle musical Cindy. Isabelle rencontre Sting, Halle Berry et Ian McKellen au Screen Actors Guild. Les révélations des enfants de Norman Brathwaite. Et la griffe Yves Saint-Laurent déshabille la femme à Paris. Bonsoir, mesdames et messieurs. En direct du centre-ville de Montréal, c'est l'heure de Flash. Eh bien, en ce moment même, au Théâtre Outremont, c'est le lancement officiel de l'album du spectacle musical Cindy. Et c'est là qu'on va rejoindre Patrick Marcellet, qui est en compagnie de Judith Bérard, Patsy Galland, Luc Plamondon et Murray Head. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Et je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais c'était un événement extrêmement attendu aujourd'hui. Ben oui, il y a des médias, il y a beaucoup de monde qui attendent après nous. Luc Plamondon, vous devez être quelqu'un de soulagé présentement. Mais je ne serai soulagé que le 25 septembre. Ce qu'on a fait ce soir, c'est une étape de transition, c'est un show de promotion. Bon, je voulais vous présenter les chanteurs qui sont dans le spectacle, dont Judith Bérard, Patsy Galland et Murray Head, mais bien sûr tous les autres sont une brochette d'artistes qui viennent de tous les horizons de la francophonie et de tous les horizons musicaux et qui ont en commun tous de chanter la langue française admirablement. Et donc, c'est une Cendrillon au pays de la langue française et je pense que ça pourrait se passer l'histoire n'importe où dans le monde. Et ce soir, ça se passait à Montréal. Et voilà. Et dans le cas de Judith Bérard, on est nerveux. Tout le monde est nerveux. Ça, c'est vrai qu'il manque plus qu'elle. Il manque plus qu'elle. Mais dans ton cas, que j'ai honte, présentement, tout à fait. Ça va très bien, Patrick. Moi, ça, je le prends très bien. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que toi, tu chantes le désespoir. Tu chantes Salaud. C'est pas une chanson facile à faire soir après soir. T'as pas peur d'être vidé après un mois à chanter ça? Moi, je perds mes plumes. Mais t'as pas peur d'être vidé comme ça après un mois à chanter Salaud, là? Non, moi, je comparais ça plutôt à 1 heure de gym. Ça défoule, ça fait vraiment du bien. Après ça, tu sors tes fines. Ben là, les gens savent pas ce qu'on dit quand on parle de Salaud. On va aller en écouter un extrait tout de suite. S'il te plaît. De cet amour fatal, achevez-moi l'anthrax. Seulement que je te fasse, je veux qu'il te fasse mal. Comme un solo de sax, dans un flow minimal. Seulement que je te fasse. Es-tu bonne, Luc? On a vu un paquet de nouveaux chanteurs aujourd'hui. Murray Head, Patsy Galland, on vous connaît quand même depuis longtemps. Vous pouvez nous parler quand même, hein? Ça, je le fais, là. Mais est-ce qu'il y a un peu de coaching à faire quand même dans votre cas, au niveau des jeunes, j'entends? De coaching pour coacher les jeunes? Ah, ils sont bons, attends, on vient de commencer, là. Ils vont être que meilleurs et de mieux en mieux. Non. Mais est-ce qu'ils vont vous voir pour demander des conseils? Dans le cas de Murray Head, par exemple, on vous connaît comme chanteur, on vous connaît comme acteur. Je leur demande, eux, pour des conseils. C'est eux qui me font comprendre et apprendre. Non, on apprend à travers... Les jeunes sont beaucoup plus pros maintenant qu'on était à l'époque. Hein. Moi, je suis un vieux bab. Je ne fais que d'apprendre. OK? En terminant, pendant que M. Marat est avec nous, on vous félicite, on vous souhaite surtout une bonne chance. Merci. Là, tu l'as pas appelé Jean Cossian? Judith Bérard, c'est terminé. C'est mon nouveau petit ami italien. Hey. Merci beaucoup. Tout le monde est à Montréal. Le monde ici, là, ils ont le sens de l'humour. Eh oui, c'est connu. Bye bye. Eh bien, Judith, elle a le sens de la répartie. Dimanche, à Los Angeles, c'était le 8e gala du Screen Actors Guild, une soirée organisée par la Guilde américaine des acteurs du cinéma et de la télé, dont les résultats donnent souvent un excellent aperçu de la cérémonie des Oscars à venir. Isabelle Racicot était sur le tapis rouge au Shrine Exposition Center pour recueillir les commentaires des grandes stars
qui étaient présentes à l'événement, tels que Sting, Halle Berry, Ian McKellen et Ethan Hawke. Montreal, hi. And you're with Flash Network? I got all your albums. You were the hottest. Pour une 8e année consécutive, les acteurs du cinéma et de la télévision se récompensent entre eux à l'occasion de la cérémonie des Screen Actors Guild Awards. Did you decide what you were going to wear today? Me and my mom did, yeah. Only 2 hours ago did I really get nervous. Up until then, I was, but yeah, you do get nervous. I know the actors are voting for the actors for the SAG Awards. Are they more critical of each other than others, than the foreign press? Definitely, yeah. It's Sweating like Andy did. So where are the nominees tonight, and who are you hoping to see win? Well, we're being patriotic and British, and there's a lot of British nominees, so we'll go for them. I'm rooting for Tom Wilkinson in the bedroom. Brilliant. He used to be my boyfriend. I just want Helen to win, and what do you want, darling? What do I want, darling? I want you to. Yes, all right, okay. Eh bien, leurs vœux furent exaucés puisqu'ils ont tous deux gagné l'acteur pour le meilleur rôle de soutien. What are your plans for the new man in your life now? My little guy. Maybe I'll put him in a Barbie doll outfit because he looks like he's sort of Barbie doll size. The best award anybody could get would be the ensemble, all the actors. Et c'est exactement ce trophée qu'a reçu l'ensemble des 47 acteurs du film de Robert Altman, Gosford Park. You guys are again in nomination, The West Wing. How are you guys partying tonight? Well, we might have to work tomorrow, so, you know, we always have to temper our parties. It depends on who's first up. But we will celebrate. Ils ont certainement célébré tard puisque l'équipe de The West Wing a récolté 3 trophées, tandis que du côté des émissions d'humour, les statuettes sont allées à Sean Hayes et Megan Mullally de Will and Grace, ainsi qu'aux 4 filles de Sex and the City. Aussi récompensés pour leur travail en télévision, Judy Davis et Sir Ben Kingsley. I have such a month. I go to Buckingham Palace at the middle of the month to receive my knighthood from the Queen, and then I go back to the Academy Awards. I have such an extraordinary month. I'm nervous. I really want Denzel to win. That's all I really care about. So do I! I know, man. Let's hope. Ethan Hawke devait être déçu puisque c'est Russell Crowe qui a été élu par ses pairs meilleur acteur. Crowe, toujours aussi agréable avec les journalistes. You know, we've heard so much about that celebrated poem. Would you, I know it's very short, No. would you mind? No, I won't. Would you give No, I won't. saying it? No, I won't. Why don't we get a question from somebody else? You had your shot. A quand même été capable de rire de ses dernières mésaventures. Il était visiblement moins ému qu'Halle Berry, qui a été sacrée meilleure actrice. How long are you planning on enjoying this award before starting getting stressed with the Oscars? You know, there'll be no stress. So the question is, how long will it be before I, stop spinning out of control till the Oscar? And probably the next 24 hours at least. Dans un instant, Elisabeth et Edward Brathwaite nous avouent tout sur leur célèbre papa. Et plus tard, dentelle, ruban et transparence avec la grippe Yves Saint-Laurent. Une chance que quelqu'un a utilisé du fantastique chasse-germe. Le nouveau fantastique chasse-germe, le nettoyant pour salle de bain qui tue et chasse les germes pendant au moins 14 jours. S.C. Johnson, une entreprise familiale. Belle auto. T'as rien vu? Hey, Minou. Quoi? Ben, j'ai gagné. À vos tasses, prêt? Déroulez le rebord chez Tim Hortons pour gagner l'un des 20 Envoy de GMC. 100 cinéma maison Sony. 500 lots de 1000 $ comptant. 7500 ensembles café ou l'un des millions de prix Tim Hortons. Chaque tasse pourrait être gagnante. Il n'a pas gagné l'Envoy. Non, il a crié, c'est sûr. Bon, ça nous laisse encore une chance. On a plein de chance, Minou. Tout est dans l'attitude. Regarde, on déroule le rebord. 2 autres.
Téléphonez à l'Académie internationale du design si vous voulez. Une école qui aide vraiment les diplômés à obtenir un emploi. Téléphonez à l'Académie internationale du design si vous voulez. Des professeurs qui sont des professionnels actifs dans l'industrie. Design publicitaire, infographie, design multimédia, design de mode, commercialisation de la mode, design d'intérieur, gestion de réseaux informatiques. Téléphonez à l'Académie internationale du design si vous voulez changer votre vie. Danielle Steele, la reine du roman d'amour, à Cinéma Plus. Du 11 au 15 mars, voyez 5 grandes productions. Amour, tendresse, sensualité. Du lundi au vendredi dès 14h à TQS. Flash et le magazine Adorable vous offre la chance de passer une journée avec le DJ vedette MC Mario dans son studio de mixage. En plus de gagner sa discographie complète d'une valeur de 500 $ et un bon d'achat de 500 $ pour les boutiques Guess. Pour participer au concours, prenez en note un des indices qui vous seront révélés dans Flash du 11 au 15 mars inclusivement, remplissez le coupon que vous trouverez dans le magazine Adorable et retournez-le avant le 15 avril 2002. Bonne chance et voici l'indice. Et oui, voici l'indice Freedom. Bonne chance à tous. Comment Norman Brathwaite était-il avant de devenir une grande vedette de la télé? Et aujourd'hui, comment se débrouille-t-il en tant que papa? Eh bien, pour en avoir le cœur net, Patrick a enquêté auprès de ses enfants, Elisabeth et Édouard. Il a également interrogé son ex-collègue Nathalie Gascon et son ex-professeur de théâtre, Janine Chicot. Ah ben là, si tu veux me faire parler de Normand, écoute, je le connais depuis à peu près, je sais pas moi, 25 ans. C'est que Normand m'avait appelé pour prendre des cours, et moi, je savais pas quel âge il avait, je savais pas. Donc, j'ouvre la porte chez nous, puis je vois un garçon qui avait l'air d'avoir 12 ans, puis qui était quand même un tout petit peu plus foncé que nous. Comment est Norman Brathwaite au début? Actif, Normand. Il a toujours été. Je suis contre le Ritalin. Parce que Norman Brathwaite, si je l'avais mis sur le Ritalin, il n'aurait jamais été créatif comme il l'a été dans ces années-là et même maintenant. Quel type de père est-ce que c'est? Il est comment, Normand? Des fois, il paraît qu'il est un peu bougon, tout ça. Il est comment avec vous? Il est très inquiet. Ouais, moi, c'est un gars qui gagne sa vie pour pouvoir faire en sorte que sa famille vive bien. Je l'ai eu aussi en improvisation. Moi, j'ai été coach à la Ligue d'improvisation, où c'était naturellement mon meilleur élément, hein, c'est certain. Non seulement il y avait du talent, mais il y avait le sens du showbiz. En deux joints pour la paire de choses, en deux joints pour la grue. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton papa? C'est qu'il m'a apporté 2 fois au hockey. La principale qualité de ton père, ça serait quoi? Généreux. Très généreux. Il a une répartie tellement facile, hein, on le voit tous les soirs. C'est quelqu'un de généreux, franchement généreux. Très actif et très généreux. On rigolait beaucoup. C'est quoi le jeu que tu aimes le plus faire avec lui? On fait une espèce de bataille des singes. Puis là, on fait juste à semblant qu'on se fait mal, mais on se fait pas vraiment mal. Est-ce que ton père, c'est un bon singe? C'est un gorille. Un gorille? Puis moi, c'est juste un singe normal. Il faut absolument que je trouve un plan pour sauver mon honneur. Est-ce que c'était quelqu'un de discipliné? Absolument, dans le travail, absolument. Okay. Oui. Ben, il ne ferait pas le métier comme il le fait là s'il ne l'était pas, c'est impossible. Okay. Si tu avais à parler de ton père comme animateur, à la fois de Fun Noir, à la fois à la radio, l'écoutes-tu un peu? Tu arrives ici avec ton père, toi, le matin? Ou Non. Non, moi, je me réveille après sa deuxième émission. Quand c'est le temps pour y aller à l'école, j'écoute dans le tour. Je le portais dans mes bras, c'est pas grave. On faisait un rock'n'roll, c'est moi qui le passais en dessous. Puis, oui. Il était tout minuscule. Ouais, il était tout petit. Papa, j'aimerais avoir d'autres PlayStation. Dès aujourd'hui, pour quelques pesos, votre club vidéo peut vous donner l'illusion que Ben Stiller est le plus grand mannequin masculin de tous les temps ou que l'ami d'Isabelle, Ben Kingsley, qui a incarné le gentil Gandhi, est devenu un horrible bandit. Mais avant de vous procurer des tonnes de copies de ces nouveautés, voici l'opinion de René au miroir. Are you sad now?
None of what you're saying. I'm just going to have to turn this opportunity down. No, you're just going to have to turn this opportunity yes. Dans Sex and Beast, Ben Kingsley crée un personnage ahurissant de violence et de folie, un psychopathe toujours au bord de l'éruption volcanique. Il va réapparaître un jour dans la vie de ses anciens complices qui vivent une retraite ensoleillée et calme, et il va les forcer à reprendre du service, à retrouver, contre leur gré, la vie qu'ils avaient cru pouvoir... L'inspiration de Jean-Paul Riopel à l'île aux grues et le témoignage du réalisateur Pierre Houle qui a consacré un documentaire au peintre disparu hier. Aussi le metteur en scène Claude Poisson de la comédie musicale Les 10 Commandements. Des histoires au parfum de scandale, il y en a eu plusieurs ces récentes semaines, que ce soit à Ottawa, à Québec et même à Montréal. Est-ce la règle du jeu du pouvoir politique? Qu'en est-il vraiment? Est-ce que ces histoires de copinage, d'ingérence, de favoritisme, d'abus de pouvoir même éclaboussent tous les politiciens? Faites-vous confiance aux politiciens? C'est notre débat à Droit de parole, vendredi 20h. Cette semaine, Cultivé bien élevé suit la tournée du laitier Réal Berthelet et se délecte des foie gras de canard des élevages du Périgord. Cultivé et bien élevé, samedi, 14h30. Il va se coucher, le beau toutou. Mais oui, Pitou. T'as pas le choix de parler. Bon, vos chiens. Branchez-vous sur le meilleur de la télévision. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue au Chouette Sophie, au Café Hydro-Québec, au Monument National. Hier soir, après l'émission, je suis rentrée à la maison et il y avait sur mon répondeur un message d'une galériste, donc une propriétaire de galerie, qui m'offrait des lithographies de Riopel. Je n'ai pas très bien compris pourquoi j'avais ce message jusqu'à temps que j'apprenne que Riopel venait de décéder. Alors bravo, belle mentalité, l'artiste n'est même pas refroidi que déjà les vautours tournent autour de sa dépouille. C'était mon éditorial de la semaine au Chouette Sophie. Donc vous avez, comme moi, appris que Jean-Paul Riopel était décédé hier. On va en parler aujourd'hui à l'émission. On va vous présenter un reportage où vous allez voir les lieux qui ont inspiré Riopel. Mais d'abord, Pierre Houle. Bonsoir Pierre. Réalisateur d'Omerta, entre autres. Et en 99, vous avez fait un très très beau documentaire sur Riopel. J'aimerais tout de suite qu'on en regarde un extrait parce que je pense que c'est la plus belle façon de rendre hommage à Riopel. Donc un extrait de ce documentaire, Riopel, sans titre, 1999, Collage. On a vu arriver un gitan, en Michel, et c'était Jean-Paul. C'est très mystérieux, en même temps, il avait ce côté un peu espagnol aussi. Bûcheron, il expliquait ses chasses à l'ours. Un Iroquois qui avait trahi sa race. Il était jeune, beau. C'est d'ailleurs un personnage rebelle et pas conformiste. Non, pas du tout. Drive. Une sorte de geyser. Un volcan, un moteur à explosion. La sève de la vie, quoi. Moi, j'ai inclassable. L'automatique, c'est de la merde. C'est assez automatique comme ça. Pour moi, c'est quand même, je crois, le peintre le plus important de l'après-guerre. Bonsoir Pierre. Alors, une rencontre marquante, parce que vous, dans le cadre de ce documentaire, vous aviez évidemment donc à l'époque rencontré beaucoup d'amis, des gens dans l'entourage de Riopel, mais Riopel lui-même, ça a été pour vous une rencontre importante? Oui, absolument. C'est marquant de rencontrer un artiste pour qui l'art passe avant tout. C'était une grande leçon. Principalement parce que j'ai rencontré un homme âgé, malade, et en remontant le fil de sa vie, il y a toujours la même jeunesse au niveau de la création, toujours le même désir de jamais se recopier,
et une espèce de vigueur et sa mort dans la vie, cet homme-là, c'était absolument magnifique à voir. Ouais. Alors, dans l'extrait qu'on a vu à un moment donné, il dit « l'automatisme, c'est de la merde ». C'est quand même particulier parce qu'il en a fait. C'était un des automatistes, un des signataires du refus global. Donc, en même temps, il y avait un côté provocateur chez Riopelle, un côté anticonformiste qui est pas sans vous déplaire, j'imagine. Absolument. Et non seulement il disait que l'automatisme était de la merde, mais il disait aussi qu'il n'avait jamais fait d'abstraction de sa vie. Que l'homme était dans tous ses tableaux. Il était toujours là, justement, pour brasser la cage. Hein. C'est une des raisons pourquoi aussi en France, on l'a tellement aimé quand il est arrivé, c'était le trappeur. C'est celui qui n'avait pas la langue dans sa poche. La langue de bois, il ne connaît pas ça. Alors, c'est quelqu'un qui t'arrosait tout le temps d'anecdotes. C'était vrai, c'était faux, on ne le savait jamais. On ne voulait pas le savoir. C'est de la légende, mais c'est tellement magnifique, c'est tellement du beau rêve, et c'est surtout une vie tellement magnifique. Tout le monde, on rêverait d'avoir vécu cette période-là de Paris, d'avoir vécu ces nuits-là, et d'avoir la langue de bois dans la poche arrière, et personne n'utilise, tout le monde se parle, s'engueule, boivent, se chicanent, roule des cigarettes, et la nuit passe. Vous parlez de la période parisienne, et c'est vrai, ce qu'on a découvert aussi dans votre documentaire, ou redécouvert, c'est ça, une espèce de passion pour la vie. Il aimait les autos, il aimait le vin, il aimait les femmes, il avait un côté vraiment bon vivant, et ça fait plaisir de sentir aussi ça dans la vie de cet artiste-là, qui était exceptionnel. Si on se replace à son arrivée à Paris, c'est parce que ça part de là. Hein. C'était une école, là, pastel, des jaunes, des roses, des trucs comme ça. La guerre venait de finir, tout le monde se cherchait. Il débarque à Paris. Il débarque à Paris avec sa chemise carottée, son amour de la vie et surtout aucune gêne. Hein, le monde à découvrir. Et ça a marqué sa vie parce que, autant dans ses amours que dans son travail, ça a toujours été une quête vers l'inédit, vers... il fallait absolument que la vie soit au bout du rendez-vous. Tout le temps. Hein? C'était jamais suffisant. C'était jamais assez gros. Les amours étaient jamais assez impossibles. Les nuits jamais assez longues. Les restos jamais assez pleins de bouteilles. C'était jamais assez. Et ça, c'est magnifique. Oui, c'est beau. Et alors, vous parliez au début donc, de sa modernité. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il a comme changé son style. Bon, aussi parce que physiquement, il était diminué. Et il a découvert les bombes à aérosols. Et là, il a faim avec ça. On a l'impression qu'il c'est un kid de 16 ans qui s'amuse avec une bombe à aérosol. Donc ça, c'est génial aussi qu'au fil de sa carrière, il a toujours su trouver quelque chose, trouver une nouvelle façon de s'exprimer, une nouvelle façon de voir les choses. Oui, puis ça a toujours été assez en synchronicité avec son époque. La bombe à aérosol, bien sûr, lui, c'est parce que physiquement, il n'arrive plus à peindre épais comme ça, il n'arrive plus à faire de l'huile, donc il fait de la bombe. Mais en même temps, c'est les graffitis qui partent. En même temps, c'est la spontanéité du geste. En même temps, il redevient soudainement beaucoup plus figuratif pour embêter tout le monde, finalement aussi en même temps. Mais il découvre beaucoup de plaisir dans ça. Il se raconte beaucoup plus. Il est beaucoup moins secret. C'est facile, quelque part, de se cacher derrière le peintre de la nature, ça, des faits d'huile et tout ça. On se révèle moins, on dit oui, c'est peut-être une forêt, hein? C'est peut-être l'automne, c'est peut-être à la fin de sa vie. Je pense qu'il est beaucoup plus en paix avec lui-même et il commence à dessiner des oiseaux en chute, des oiseaux qui meurent, des oiseaux qui volent. Il commence à se raconter. Avec l'âge, on le découvre. Moins physiquement il est capable de travailler, il est plus